Dans cet épisode, il sera question de violences sexistes et sexuelles. Et je le dis à tous les hommes de la République, c'est leur part d'humanité qu'ils décident de réduire. C'est leur part de citoyenneté à laquelle ils renoncent, à chacun de ces actes. Et c'est pourquoi il est indispensable que la honte change de camp, que la République fasse ce qu'elle doit pour laver la sienne, que les criminels du quotidien qui harcèlent, injurient, touchent, agressent, ne soient plus jamais excusés mais repérés, traduits en justice, condamnés avec toute la fermeté requise, sans aucune complaisance, sans aucune excuse, car il en va de notre pacte républicain et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. Qui est Joëlle Le Squarnec ? Hier, la présidente a égrené les noms des 299 victimes. Ça relève d'un miracle aujourd'hui, le procès de M. Le Squarnec. Ça ne doit plus être un miracle. Il faut que des moyens soient développés et c'est la parole première que veulent porter mes clients. Les 4 mois d'audience devraient permettre de soulever d'éventuels manquements qui ont permis à Joëlle Le Squarnec de continuer à s'en prendre à ses jeunes patients jusqu'à sa retraite en 2017. Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Jugeons la justice ! Bonjour à toutes, vous écoutez Jugeons la justice, pas les femmes, un podcast écrit et produit par la VFT Libres et Égales pour outiller les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Épisode 12, le parcours pénal de A à Z. Lors d'une procédure pénale, on passe par plein d'étapes. Souvent, tout commence avec un dépôt de plainte auprès de la police, puis celle-ci mène à une enquête qui peut durer longtemps, puis potentiellement, mais vraiment pas toujours, un procès qui mène à un jugement qui lui-même peut être retoqué s'il y a un appel. Et entre toutes ces grandes étapes, plein d'autres petites étapes s'entremêlent et peuvent faire bifurquer le parcours judiciaire à tout moment. La procédure pénale, c'est un vrai labyrinthe, et au moment où on se lance, c'est impossible de savoir de quelles embûches sera semé le chemin. C'est vrai qu'à la VFT, on n'encourage pas particulièrement les victimes de violences sexuelles qui nous contactent à déposer une plainte pénale. Oui, en 40 ans, on a eu le temps de bien connaître les difficultés qu'elles vont rencontrer. Mauvais accueil des policiers ou gendarmes. Refus de prendre les plaintes parfois. Questions culpabilisantes. Nombreux actes d'enquête intrusifs, voire violents, notamment lorsque les victimes sont soumises à des expertises psychiatriques et psychologiques. Incitation à une confrontation avec l'agresseur ravivant les traumatismes. Oui, et puis il faut voir la longueur écrasante de la procédure pénale aussi. Je suis Angélique. J'ai porté plainte en 2016 contre mon violeur. J'ai été porter plainte parce que pour moi, le viol, c'était un crime, que c'était quelque chose de grave, qu'il fallait le dire, que j'allais être protégée, que quelque chose allait être fait. D'abord, j'ai été porter plainte dans ma ville parce que les faits se sont passés à Paris. Moi, j'habite pas Paris et donc j'ai porté plainte dans le commissariat le plus proche de chez moi. Dans un premier temps, sincèrement, ça s'est relativement bien passé. C'est après que ça a un petit peu dérapé. Finalement, mon histoire a été préférée, comme on dit, à la 2e DPJ de Paris. Mais là, j'ai été très très mal reçue. Jusqu'encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Je suis partie du commissariat en pleurant, en courant. Moi, je m'appelle Marjolaine Vignola, je suis avocate au barreau de Paris et j'ai assisté Angélique dans le cadre de la plainte qu'elle a déposée contre l'homme qui l'a violée. On peut effectivement déposer plainte de 2 manières. Soit envoyer un courrier écrit au procureur de la République, ou on peut se déplacer directement dans un commissariat pour déposer plainte et être entendu par un officier de police. En tout cas, les retours qu'on a des personnes qui sont allées déposer plainte en se présentant spontanément au service de police, c'est que parfois elles sont pas reçues, mal reçues, on leur dit de revenir demain. Donc c'est effectivement mieux d'appeler ou de prendre rendez-vous sur Internet. Il faut bien préciser quand on prend ce rendez-vous qu'on dépose plainte pour viol ou pour agression sexuelle ou pour harcèlement sexuel, parce que ça va permettre au service de police de calibrer l'audition quand recevoir une femme qui a été victime de violences sexuelles. Je conseille aussi
de se préparer en fait, essayer autant que faire se peut de s'entraîner à dire les faits de façon chronologique. Ce que je conseille aussi, c'est de pas y aller seul. En fait, on a le droit d'être accompagné par un ou une avocate lors du dépôt de plainte en tant que tel. Mais on a aussi le droit de venir accompagné par une personne en qui on a confiance, qui pourra rester dans les locaux du commissariat, vous attendre à la sortie pour boire un café après et débriefer. Ça, c'est important parce que c'est difficile. À la fin du dépôt de plainte, le ou la policière va imprimer le procès-verbal et il va faire signer. Et le fait d'apposer sa signature, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qui a écrit. Donc, c'est important de relire ce qui a été écrit parce que souvent, les personnes qui prennent les plaintes, elles vont reformuler. Donc, c'est important de relire. C'est important de dire, non, en fait, là, ce mot-là, il me correspond pas et moi, j'ai dit ça. Et même si le ou la policière semble un peu excédé parce que ça a pris du temps, et en fait, c'est votre temps, c'est vos mots qui sont écrits sur le papier et donc, vous avez le droit et le policier a l'obligation de modifier. Il faut aussi demander impérativement à avoir une convocation aux unités médico-judiciaires pour constater des blessures physiques ou que ce soit pour constater un retentissement psychologique. Et ça, c'est le ou la policière qui doit faire une réquisition pour que ensuite vous preniez rendez-vous avec les unités médico-judiciaires pour déterminer le retentissement psychologique. Alors, pendant l'enquête, d'abord, si on peut appeler ça une enquête, parce que bon, j'ai été obligée de suivre un espèce de parcours, ma foi, que je trouve relativement inutile. Quand même, j'ai quand même avalé quelques couleuvres. Le lendemain, j'ai dû me faire ausculter par un gynécologue. Donc, c'est aberrant, parce que bon, déjà, j'avais mes règles. Voilà. Bon, après, pour les bleus, les ecchymoses, tout ce qui est hématome, tout ça, bon, c'était bien parce que finalement, ça a quand même beaucoup joué au procès, malgré tout. J'ai été obligée, dans la procédure aussi, de voir un expert psychologue. Bon, moi, dans mon cas, ça a plutôt bien fonctionné parce que quand même, je suis tombée sur quelqu'un, entre guillemets, de relativement humain, qui a quand même pris mon parti vu qu'il m'a reconnue victime quand même de sévices et de stress post-traumatique grave. Sinon, pour ce qui est de l'enquête, moi, il n'y en a eu aucune, absolument aucune. J'essayais de joindre le sergent-major, elle me répondait pas. J'en étais à un stade où j'appelais en numéro masqué, parce que moi, j'étais complètement... ils avaient l'intention de rien faire. Si 3 femmes n'avaient pas porté plainte après moi, ce serait rien passé du tout. C'est ça la vérité. L'enquête préliminaire, elle désigne la phase d'enquête qui suit tout de suite le dépôt de plainte et elle correspond à un terme juridique précis et à une phase précise de la procédure pénale qui se déroule sous le contrôle et la direction du procureur de la République. Et donc c'est à ce moment-là, ce magistrat-là qui va diriger l'enquête. Elle a pour but de recueillir un maximum d'éléments permettant la poursuite dans un temps assez court. Ils vont devoir recueillir tous les éléments du faisceau d'indices, tous les éléments de preuve qui vont corroborer le récit de la plaignante. Donc, si la plaignante s'est confiée à des proches, on va aller entendre ces personnes qui sont considérées comme des témoins. Si ses notes ont baissé à l'école pendant cette période-là ou qu'elle a été en arrêt maladie à son travail, etc., on va aller rechercher tous ces éléments du puzzle. Pourtant, des preuves, on peut en trouver, même en l'absence d'aveu, bien sûr. Pour plus d'informations sur la question de la preuve des violences sexuelles, nous vous invitons à écouter ou réécouter l'épisode 5 du podcast. Dans le cas d'Angélique, on était face à un individu qui était identifié, dont on avait l'adresse, le numéro de téléphone, et on aurait pu imaginer que les services de police mettent en place une surveillance, je sais pas, sur Facebook par exemple, ou alors qu'on se mette en planque devant chez l'individu et voir ce qui se passe. Par exemple, ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle des perquisitions. Voilà, des éléments comme ça qui vont permettre de corroborer le récit de la plaignante.
pour des faits de violence sexuelle, le procureur de la République décide de classer sans suite dans la grosse majorité des cas pour un motif éculé qui est que l'infraction est insuffisamment matérialisée. C'est entre 70 et 85% des cas. Alors, dans le cas d'Angélique, l'enquête préliminaire, elle a duré 8 mois et elle s'est terminée par l'ouverture d'une information judiciaire. J'ai senti le vent tourner. Ça devait être au mois de juillet, au mois d'août. L'inspecteur, donc en charge de l'enquête, m'a appelé avec une petite voix douce, mielleuse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Déjà, elle m'appelle, improbable. Et là, bon, vraiment, j'ai eu cette confirmation quand j'ai reçu l'avis aux victimes du juge d'instruction. Voilà, monsieur a été déféré, il est actuellement à telle prison. Et j'ai vu mon nom avec le nom de 3 autres femmes, dont une fille antérieure à ce qui m'est arrivé. Au niveau de l'enquête, très vite, j'ai été entendue par la juge d'instruction. Voilà. J'ai refusé la confrontation. C'était au-dessus de mes forces. Moi, j'ai eu vraiment l'impression qu'elle me croyait pas et qu'elle était persuadée que c'était une histoire d'amour impossible, du délire. En tout état de cause, ce que moi je conseille de faire, c'est de se constituer partie civile. Ça veut juste dire qu'on participe à la procédure. Et ça donne aussi accès, à travers l'avocate, à la copie du dossier. Elle peut faire des demandes d'actes d'investigation. Je vous demande d'exploiter le téléphone de monsieur qui n'a pas été exploité. De lui faire une expertise psychiatrique. Et dans le cadre de l'expertise psychiatrique, je vous demande de lui poser telle et telle question. Moi, je trouve que c'est important d'être assisté par une association de défense des victimes, soit évidemment par un ou une avocate, parce que c'est un méandre judiciaire qu'on comprend pas toujours tout. Quand la juge d'instruction considère que son travail d'enquête est terminé, elle va envoyer un avis. Et là, il va y avoir une fenêtre pour faire des observations. Donc, le procureur va prendre ses réquisitions définitives et puis la juge d'instruction va décider. De là, la juge d'instruction a 2 solutions. Soit elle considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, donc elle va prendre une ordonnance de non-lieu. Soit elle considère que on a suffisamment de charges pour poursuivre l'auteur de l'infraction et elle va rendre une ordonnance de mise en accusation ou si on est sur des faits de nature délictuelle, donc agression sexuelle, harcèlement sexuel ou exhibition par exemple, elle va rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. En plus des obstacles déjà précités, il y a celui de la correctionnalisation. C'est le fait de déqualifier des faits en délit alors qu'ils devraient être qualifiés de crimes. Le viol, c'est un crime, mais lorsqu'il est correctionnalisé, on se retrouve devant un tribunal correctionnel et on traite ce viol comme si c'était une agression sexuelle. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on réécrit les violences. On nomme une chose par une autre, on ne colle pas à la réalité. Ensuite, le violeur ne risque qu'une peine de 5 ans maximum ou 7 s'il y a des circonstances aggravantes. Et puis, c'est pas du tout les mêmes configurations de procès. Notamment, il y a moins de temps d'audience et donc un traitement peu approfondi du dossier. C'est pour ces raisons notamment qu'à la VFT, on a toujours lutté contre la correctionnalisation. Dans le cadre du dossier d'Angélique, le mis en examen a pas fait appel de l'ordonnance de mise en accusation et ça a pour conséquence que le dossier est alors transféré à la cour d'appel des juges d'instruction, qui est la chambre de l'instruction, qui va statuer dans un délai plus ou moins bref, mais qui est en moyenne d'1 an, voire un peu plus, et qui rejuge en fait, qui peut réformer l'ordonnance, donc dire non, nous on considère qu'il faut le poursuivre, ou qui peut au contraire confirmer l'ordonnance de mise en accusation. Quand le procès arrive, on peut être face à plein d'émotions. De la fierté d'avoir affronté toutes les étapes précédentes, du soulagement d'être enfin arrivé jusqu'ici, mais aussi du stress d'être à quelques mètres de son agresseur.
Oui, et en plus, les procès, c'est fatigant. Ça peut se tenir sur plusieurs jours, semaines, voire des mois, comme le procès de Dominique Pellicot qui concerne 50 autres hommes poursuivis pour la plupart pour viols aggravés. Ça dépend du dossier. Le procès s'est relativement bien passé, effectivement, comparé à la procédure, parce qu'en écoutant, ça m'est revenu, mais en parlant d'enquête, j'ai passé mon temps à me justifier dans cette histoire. Et ça, c'est quand même incroyable, alors que lui n'a même pas été entendu. Moi, alors qu'ils ont appelé mes ex pour voir si c'était vrai, que j'avais déjà été en couple, que j'étais pas une fille perdue, enfin, voilà, mais franchement, ça, c'est du délire. Donc le procès a eu lieu, c'était court, ça a duré 2 semaines. C'était vraiment des grosses journées parce que c'est quand même un très gros dossier. Donc on peut dire que les juges ont été très capables. Le procès s'est relativement bien passé, même si c'était dur. On s'est toutes retrouvées. C'est un fil d'or qui nous relie. Moi, je pense que c'est déterminant de pouvoir avoir une prise en charge des victimes, et notamment un accompagnement juridique avec le système de l'aide juridictionnelle. Et ça, c'est une revendication du barreau depuis longtemps, que cette aide juridictionnelle soit revalorisée. Il faut qu'il y ait une prise en charge aussi psychologique, gratuite et accessible. Pourquoi pas aussi un accompagnement social et une information des victimes sur leurs droits et sur l'état d'avancement de l'enquête. Même si ça avance pas, un petit coup de fil, on n'a pas eu de nouvelles, on fait ce qu'on peut, machin, ça donne quand même le sentiment qu'on est écouté, qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe de l'avenir de notre plainte. J'aurais aimé savoir pour la plainte qu'effectivement, j'aurais pu faire les choses différemment. Aussi des avocats spécialisés, faut le savoir. C'est vrai, c'est des choses qu'on ne sait pas. Je me mets à la place des autres, faut être forte, faites-vous aider, ne restez pas seul. N'ayez pas honte et parlez-en. Dans le prochain épisode de Jugeons la justice, pas les femmes, nous allons vous parler du parcours contentieux lorsque vous saisissez le conseil de prud'homme ou le tribunal administratif contre votre employeur. Merci de votre écoute.